Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, je reçois une invitée dont le parcours tisse un lien puissant entre émerveillement, science et action politique. D'origine ivoirienne, Anaïs Brocard a grandi au Rwanda, au contact direct des paysages et de la faune africaine. Très tôt, le vivant n'a pas été pour elle une abstraction, mais une présence quotidienne. Cette proximité l'a conduite vers des missions d'éco-volontariat en Afrique du Sud auprès d'animaux sauvages, puis vers des études en éthologie et une spécialisation en droit et bien-être des animaux sauvages libres à Vet AgroSup, où elle a consacré son mémoire à la protection juridique de la faune sauvage libre. Aujourd'hui, elle poursuit ce chemin à Sciences Po, en lobbying, affaires publiques et plaidoyer, avec une ambition claire, agir au cœur même de la fabrique des lois pour transformer concrètement la protection du vivant. Avec Anaïs, nous allons parler du terrain, des réalités parfois complexes de la conservation, des obstacles institutionnels, mais aussi des leviers d'action possibles. Et surtout, nous verrons comment chacun peut trouver sa place dans ce combat pour le vivant. Alors Anaïs, bienvenue dans les rendez-vous de la conservation. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Je vais te laisser la parole dès à présent avec une première question sur ton enfance. Tu as grandi au Rwanda, au contact quotidien des paysages et de la faune africaine. Qu'est-ce que cette proximité avec le vivant a façonné en toi de façon très concrète? Bonjour Hélène, merci de me recevoir pour répondre à toutes ces questions et j'espère que ça aidera les auditeurs à trouver une voie autre et moins linéaire que ce qui est souvent pratiqué. Donc moi j'ai découvert la conservation toute petite et j'ai surtout découvert que c'était pas un récit pur, que c'était pas binaire, c'est un système économique, juridique, touristique, mais avec des zones grises. J'ai eu très tôt un rapport très particulier avec les animaux parce que dès ma naissance, j'ai été en contact direct avec la faune sauvage libre. D'ailleurs, j'ai des photos de moi bébé buvant mon biberon avec des lions derrière. On allait dans un lodge où les animaux venaient boire dans la piscine et circuler entre les cabanes. Ce n'était pas extraordinaire pour moi, c'était normal, c'était mon quotidien. Et tous mes souvenirs jusqu'à mes 6 ans sont liés aux animaux. Après, malheureusement, il y a eu la guerre. Et la guerre, elle détruit pas seulement les villes, pas seulement, c'est pas seulement un contingent de nombre de millions de morts, elle détruit aussi les liens, elle détruit les animaux dont personne ne parle. Donc nous, on a dû partir et on a dû laisser derrière nous notre chien, mon cheval, les poules, les canards, enfin, etc. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 41 ans, ben j'en ai mal à l'âme. Rien que de le dire, j'ai la larme à l'œil. Et on sait aujourd'hui scientifiquement que les liens affectifs entre humains et animaux sont puissants, structurants et durables. Et moi, je pense que, comme tous les enfants, c'est quelque chose qui est inné, que j'avais compris dès l'enfance. D'ailleurs, mon cheval, il faisait 20 quand on l'a vendu à quelqu'un qui était champion de Belgique en saut d'obstacle, donc quelqu'un qui aime les chevaux et qui s'y connaît en équitation. Ben, il faisait 25 km tous les jours, toutes les nuits. Il sautait les barrières et il revenait chez nous. Cela dit quelque chose de l'attachement, de la fidélité, de la relation. Et en plus, je suis persuadée qu'ils ont tous mes animaux ont très probablement subi un sort tragique. Parce que dans les zones de conflit, les animaux sont les premières victimes invisibles. Les animaux domestiques sont abandonnés ou tués ou mangés. Les animaux sauvages, ils sont braconnés massivement. Les marchands d'animaux profitent du chaos pour agir en toute impunité. La guerre, c'est pas seulement une tragédie humaine, c'est un effondrement écologique. Et grandir avec ça, je pense que ça m'a marqué profondément.
Cela m'a donné, je pense, une empathie presque viscérale pour les autres espèces, mais aussi une conscience aiguë de la responsabilité humaine. Je pense sincèrement qu'adopter un animal ou vivre en contact du vivant implique d'anticiper le « et si ». Et moi, mes parents, ils étaient expats et je pense qu'ils n'ont pas anticipé le « et si ». Donc, à tous les expats, ne prenez pas d'animaux si vous n'avez pas prévu un... Si on doit partir, qu'est-ce qu'on fait des animaux? Comment on part avec, en fait? On ne les laisse pas. Et si tout bascule et si on doit partir, il faut penser à tout ça. Et d'ailleurs, après, j'ai longuement réfléchi quand j'ai décidé de travailler avec les animaux, à si je devenais pas guide safari pour vivre dans la brousse. Mais j'avais des chats à Paris, j'habite à Paris, j'avais des chats, et pour moi, il était hors de question de reproduire ce que j'avais vécu enfant. Parce que aimer, ce n'est pas abandonner pour des choix professionnels ou autres. Donc, choisir, c'est renoncer. Donc, j'ai renoncé à la formation de guide safari, mais finalement, c'est un mal pour un bien parce que vu comment se passent les safaris aujourd'hui, éthiquement, ça ne me correspond pas. Et je crois que la protection du vivant, justement, elle commence par là, dans la cohérence entre nos élans et nos responsabilités. Le vivant, pour moi, ça n'a jamais été un décor, c'est une relation, un engagement, une promesse. Je crois que tout le reste, l'éthologie, le droit, le plaidoyer, est né dans une blessure initiale et dans cette volonté de ne plus laisser le vivant être la variable d'ajustement des crises humaines. Voilà pour répondre à la première question. Merci Anaïs pour cette belle et émouvante entrée en matière. On va passer un peu à la suite de ton parcours. Donc, tu es ensuite partie en éco-volontariat en Afrique du Sud. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'as-tu découvert là-bas sur la réalité de la conservation, peut-être assez loin des discours idéalisés? Alors là, on fait un bond de presque 40 ans, en tout cas 35 quasiment. En 2018, je décide de partir faire de l'éco-volontariat suite à une méditation en yoga où je me vois dans la brousse et je me dis, en fait, c'est un appel, parce que j'étais jamais retournée en Afrique, c'est un appel viscéral. Donc, je décide de partir faire de l'éco-volontariat et je crois que ce qui m'a le plus bousculé, ce n'est pas ce que j'ai vu, ou en tout cas, c'est ce que j'ai compris après. Donc, je suis arrivée en Afrique du Sud à Kimberley. Et au début, je suis arrivée avec beaucoup d'émotions, l'animal rescue, les animaux, les volontaires venus du monde entier. Et on a l'impression d'entrer dans un espace protégé, un endroit où où l'on fait entre guillemets, le bien. Et moi, c'était globalement le cas. Certaines structures sont réellement engagées et globalement, moi, c'était le cas. Il y a sur certaines choses, je reviendrai après, des petites choses à revoir. Mais en tout cas, j'ai nettoyé les pistes, j'ai réparé des clôtures, nettoyé des points d'eau, donné à manger. Et là, on est dans quelque chose de concret, de sobre, de presque silencieux et d'introspectif sur tous les points de vue. Mais donc, on aide à la réserve à fonctionner, on soutient un écosystème. Mais très vite, j'ai compris qu'il fallait regarder derrière le mot rescue et du bien que cela nous fait à nous, parce que c'est finalement quelque chose d'assez égocentrique, je pense. En tout cas, en Afrique du Sud, pour ouvrir un centre pour les animaux sauvages, c'est pas quelque chose où l'on peut s'improviser. Alors, je suis pas spécialiste en droit sud-africain, mais j'ai un peu fait mes recherches. Mais en tout cas, c'est encadré par le National Environmental Management Biodiversity Act et par les Top Regulations, par le Animal Protection Act. Il y a des permis, des enregistrements, des inspections possibles. Et le National Council of je le dis en français, SPCAS, peut intervenir en cas de maltraitance, litige ou autre. Donc sur le papier, tout semble structuré. Mais je suis retournée plusieurs fois en Afrique du Sud depuis. Mais sur le terrain, on sent autre chose. On sent que la frontière entre sanctuaire, élevage, attraction touristique et commerce peut devenir très très vite floue.
Et dans un tout autre contexte, en Italie, j'ai eu une conversation avec une femme européenne qui est propriétaire d'une ferme de Springboks. Et elle m'a expliqué l'envers du décor, les ventes aux enchères. Comment les animaux circulent, comment ils sont achetés, revendus, déplacés. C'est absolument pas clandestin, c'est pas caché, c'est légal. Et là, je pense que clairement, quelque chose s'est fissuré. Du coup, je me suis un peu plus renseignée et je me suis intéressée à un sujet parce qu'on parle souvent des lions comme d'un symbole, une majesté. Mais en Afrique du Sud, on parle de quelques milliers de lions sauvages, mais de plusieurs milliers de lions en captivité. Parce qu'en fait, il existe des fermes. D'un point de vue éthologique, le lion, c'est un carnivore social unique. Il vit dans des structures matriarcales stables, la coopération à la chasse est apprise, les hiérarchies sont fines, les interactions sociales sont constantes, toilettage, jeu, coordination, communication vocale complexe. Le lionceau, il est censé rester jusqu'à 30 mois avec sa mère. C'est une période vraiment cruciale, apprentissage des techniques de chasse, lecture des signaux sociaux, gestion de conflits. Et en captivité, ben, ces apprentissages, ils sont fragmentés, enfin, et absolument pas respectés, les groupes sont artificiels. Les dispersions naturelles des jeunes mâles ne se produisent pas. Souvent, ils sont dans des enclos où ils sont beaucoup trop nombreux et c'est sale. La sélection naturelle ben, ne joue plus son rôle. Les comportements exploratoires sont réduits. Donc, les études en éthologie comparée montrent que les grands carnivores captifs présentent fréquemment des stéréotypies, c'est-à-dire des passings répétitifs le long des clôtures. Moi, il y avait ça dans mon rescue. Des automutilations, de l'apathie. Donc, c'est des comportements qui sont indicateurs classiques de frustration comportementale chronique. Le passing, notamment, est associé à une impossibilité d'exprimer des comportements de chasse et de déplacement à grande échelle. Or, un lion sauvage peut parcourir des dizaines de kilomètres en une nuit. Et je pense que, par exemple, dans mon rescue, ils avaient des enclos qui faisaient quand même plus de 200 kilomètres. Pour certains, certains étaient plus petits. Et pourtant, bah, les stéréotypies étaient présentes sur certains animaux. La captivité, clairement, ça réduit l'espace, mais aussi la complexité environnementale. Il n'y a pas de chasse, moins de stimuli, moins de choix, moins de contrôle. Et en éthologie moderne, le contrôle sur son environnement est un facteur central du bien-être animal. Donc en fait, il ne faut pas confondre bien-être animal et bien-traitance. Et ça, dans les rescues, il y a des rescues qui sont dans la bien-traitance, mais le bien-être animal, c'est compliqué de l'appliquer. Donc parce que chez les animaux sauvages en général, la captivité entraîne plusieurs phénomènes documentés, diminution des comportements naturels comme on a vu, apparition des stéréotypies liées au stress chronique, altération des rythmes circadiens, donc jour-nuit, augmentation des comportements agressifs ou au contraire retrait social, modification endocrinienne, élévation prolongée du cortisol, comme pour nous quand on reste trop enfermé chez nous. Euh, Chez les espèces sociales comme les lions ou les éléphants, la rupture des structures naturelles est particulièrement délétère. La reproduction intensive en captivité peut également entraîner des dérives génétiques, consanguinité, sélection des critères esthétiques ou des comportements non pertinents pour la survie. Donc l'argument, enfin moi c'est des choses qui sont, je pense, assez personnelles. Mais pour moi, l'argument de la conservation par élevage, ça se heurte à une réalité scientifique. Un animal, il n'est pas fait pour naître et élever sur plusieurs générations en captivité. Ce qui perd progressivement, c'est très adaptatif, essentiel. Donc, autre sujet, mais que fait-on des zoos? Mais voilà. Et puis, cette année, je suis retournée en Afrique du Sud et j'ai fait Cape Town et Naïsna au mois de janvier. Et mon fils adore les éléphants. Donc je pensais encore naïvement me retrouver, donc je me dis, je vais aller l'emmener dans un rescue, voir des éléphants. Je pensais encore me retrouver face à des éléphants en semi-liberté. Erreur. En fait, chaque heure, un touriste par éléphant. On devait lui tenir la trompe, faire une photo, récompense alimentaire. C'est atroce. Scientifiquement, bah, les éléphants, c'est quand même parmi les mammifères les plus cognitivement sophistiqués. Ils possèdent une mémoire à long terme exceptionnelle, ils peuvent se reconnaître dans le miroir,
Ils ont des structures sociales matriarcales comme les lions complexes, des comportements de deuil documentés, une communication infrasonore sur plusieurs kilomètres. Donc ici aussi, il y avait des signes de stéréotypie, troubles du développement. Ils étaient un peu apathiques. Le reste, en tout cas, dysfonction reproductive et troubles immunitaires, je ne sais pas. Mais j'ai aussi fait un safari il y a 3 ans. Et c'était un game reserve très bien pour le coup, mais ils donnaient la pilule contraceptive aux éléphantes. Et les éléphantes, qui normalement ont leurs règles vers 11-12 ans, ben, pour déjouer la contraception, se mettaient à faire des bébés à 9 ans, donc beaucoup trop tôt. Donc en fait, il faut penser à tout ça de selon là où on décide de travailler, là où on décide d'être touriste. C'est des choses, on ne le sait pas et il ne faut pas en vouloir aux gens, mais c'est des vraies problématiques. Parce que les interactions sociales touristiques répétées, finalement, elles imposent un contact physique non choisi. Or, le choix, la possibilité de s'éloigner, de refuser, est un indicateur clé du bien-être animal. À Naïsna, légalement, tout était conforme, mais éthologiquement, scientifiquement, quelque chose était profondément incohérent. Je me souviens du moment où on m'a demandé de prendre la trompe. Mon fils était émerveillé. Moi, j'étais en pleurs. J'ai refusé les photos. Parce que je voyais l'écart entre ce que la science dit, ce que le droit autorise, selon les pays. Et mon fils, il a 20 mois. Je ne pouvais pas lui expliquer pourquoi partir maintenant, etc. Donc, j'étais un peu bloquée dans cette situation. Donc, en tout cas, tout ça mis bout à bout n'a fait que confirmer mon choix d'être actrice dans la création des lois. La question n'est pas seulement est-ce légal, la question devient le droit intègre-t-il réellement les connaissances scientifiques sur le bien-être et l'éthologie? Si l'on veut vraiment protéger, il faut travailler là où la norme se construit, au cœur de la loi. Parce que tant que la science et le droit ne dialoguent pas réellement, l'exploitation peut rester parfaitement légale. C'est aussi mon constat suite à mes études avec AgroSup et enfin, des députés, on a eu beaucoup de députés, etc. Et en fait, la science est très, très rarement écoutée. Voilà. On va justement on va en parler. Tu as choisi d'étudier l'éthologie. Tu vas pouvoir peut-être expliquer aussi à nos auditeurs, parce que tout le monde n'est pas forcément familier de ce terme-là. Euh, En quoi la compréhension scientifique du comportement de l'animal peut changer notre manière de penser leur protection. Alors, la définition est dans la question, c'est la compréhension scientifique du comportement animal. Alors, j'ai d'abord suivi un diplôme universitaire à Nanterre, qui est une introduction à l'éthologie du chien et du chat. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas éthologue au sens professionnel, hein, c'est à peu près 7 à 8 ans d'études minimum, hein, éthologue. Mais c'était une formation qui est totalement complète. Si par exemple, justement, vous êtes éducateur ou éleveur, sur la différence entre la bientraitance et le bien-être animal. Donc, dans ce cas-là, je vous la conseille. Moi, on peut penser un peu éloigné de la faune sauvage et bon, quand on fait on veut travailler dans la législation, on fait pas forcément que la faune sauvage, hein, on fait tous les animaux de rente, domestiques, etc. Donc c'est très intéressant et ça a changé ma manière de penser. Parce qu'avant cela, le bien-être animal était pour moi une intuition morale, mais après cette formation, c'est vraiment devenu une notion scientifique. Ça a vraiment été une introduction à la suite. Parce que l'éthologie, ça montre que le bien-être ne se résume pas à nourrir un animal ou à éviter la souffrance visible. Il s'agit de permettre l'expression des comportements spécifiques à l'espèce, donc explorer, chasser, interagir, choisir, se retirer, coopérer. Euh, donc un chat qui reste, c'est un peu le mythe sur le chat. Oh, mais c'est pas grave, c'est un chat, il peut rester seul. Non, un chat, ça ne peut pas rester seul des heures et des heures. Et souvent, la plupart des chats sont apathiques dans les appartements parce qu'ils sont dépressifs. Et ça ne se voit pas comme le chien. Ils n'ont pas la même façon. Et on est sur ça, on est assez dans l'anthropomorphie. Si c'est pas comme nous, ben c'est tout est ok. Ben non, en fait, souvent les chats sont très très dépressifs. Euh, et l'éthologie, elle introduit une idée centrale, le contrôle sur son environnement. Donc pas de câlin, enfin comme avec un enfant.
ou un adulte, si le chat ou le chien ou autre, l'éléphant ou votre enfant n'a pas envie de faire un câlin, c'est un choix de contrôle. Et c'est ultra important parce qu'en fait, le vivre ensemble, pour moi, c'est vraiment prendre en compte que absolument toute espèce est un sujet de droit. Donc, personne n'a d'obligation envers nos câlins, par exemple. Un animal qui ne peut pas choisir de s'éloigner, de refuser ou justement de moduler ses interactions est un animal dont le bien-être est compromis, même si ses besoins physiologiques sont couverts. Euh, pour moi, ça aussi, cette formation, ça a aussi été une rencontre qui a profondément nourri ma réflexion. C'était une conférence avec France Deval, qui malheureusement entre-temps nous a quittés. Et ses travaux, il travaille sur l'empathie. Il a beaucoup travaillé sur l'empathie. Il était éthologue aux États-Unis. Il a beaucoup, beaucoup travaillé sur l'empathie. Ses travaux, ça a été une révolution intellectuelle pour moi parce que pendant longtemps, on a pensé que l'empathie était une invention humaine. Or, les recherches récentes en neurosciences et en éthologie montrent exactement l'inverse. La découverte de neurones miroirs a mis en évidence, voilà, je lis parce que c'est plus scientifique, le soubassement neuronal de l'empathie chez l'humain, et les travaux de Franz de Waal ont montré que cette capacité existe aussi chez les autres animaux, notamment chez les primates ou chez les éléphants, mais aussi chez des espèces auxquelles on ne s'attendait pas, le rat, la souris, les poissons, enfin quasiment tous les animaux. Euh, une étude célèbre montre que les rats arrêtent d'appuyer sur un levier qui leur procure de la nourriture lorsqu'ils voient qu'un autre rat reçoit un choc électrique. Donc, plus récemment, des recherches ont démontré que des souris ressentent davantage la douleur lorsqu'un congénère proche souffre sous leurs yeux, et moins lorsqu'il s'agit d'un congénère étranger. Ça signifie bien que l'empathie, c'est pas une construction culturelle récente, mais qu'elle est ancrée dans nos héritages, notamment de mammifères. Et Franz de Waal, il explique que l'empathie mobilise des régions du cerveau vieilles de plus de 100 millions d'années. Elle précède les religions, elle précède les systèmes moraux codifiés. C'est biologique. Et ça change tout. Et, et ça, il devrait vraiment y avoir une éducation enfin, légalement en France, il est censé avoir une éducation sur le bien-être animal, mais on n'explique pas vraiment ça à l'école. Mais il devrait vraiment y avoir une éducation sur que l'empathie, elle est enracinée dans notre évolution animale, alors que la séparation radicale entre l'humain moral et l'animal instinctif, du coup, ça s'effondre. Nous venons tous d'un continuum du vivant, et cela a des conséquences juridiques immenses. Parce que si les animaux possèdent des capacités émotionnelles, sociales et empathiques, alors on doit les traiter non plus comme de simples ressources, mais parce que ça devient scientifiquement incohérent, mais on doit insister sur l'empathie, le lien émotionnel. Et ça, ce n'est pas de la morale qui crée l'empathie, c'est l'empathie qui rend possible la morale. Donc quand on transpose cela à la protection animale, la question devient différente. On ne protège plus uniquement une espèce pour des raisons écologiques, parce que souvent c'est ce qui se passe dans la biodiversité. On reconnaît des individus capables de relations, de souffrance et de coopération. Donc on vient sur une personnalité juridique. Et la faune sauvage libre, déjà si elle n'est pas protégée, elle n'a aucun droit, selon quasiment partout dans le monde. Et jamais elle est considérée comme une personnalité juridique, c'est-à-dire un individu. Et c'est là que mon travail en droit prend tout son sens, parce que, comme je viens de vous le dire, le droit parle souvent de gestion, de régulation, de quotas. La science parle de cognition, d'émotion, de besoin social. Entre les deux, il y a un décalage. Et comprendre l'éthologie, c'est comprendre que protéger ne peut plus se limiter à conserver une population. Il faut intégrer les besoins comportementaux, sociaux et cognitifs. Sinon, on crée un droit qui protège l'espèce, mais oublie l'individu. Et je crois que cette articulation entre science, empathie et droit, c'est ce qui m'a poussé à vouloir agir au cœur de la fabrique des lois. Parce que si la science a évolué, le droit, il doit suivre. Justement, c'est une très bonne transition, Anaïs. On va maintenant parler du droit. Ton mémoire portait sur la protection juridique de la faune sauvage libre. Aujourd'hui, selon toi, quelles sont les grandes failles du cadre juridique actuel? Euh, alors, mon mémoire, il était vraiment il était sur la faune sauvage libre et notamment sur le cas du loup. Et
J'allais même un peu plus loin, je faisais une corrélation entre les violences obstétricales, où il n'y a pas de loi, et les violences faites aux loups. Je faisais le lien entre le mythe, les mythes qui coordonnent la législation aujourd'hui dans le monde entier. Et je crois que ce qui est le plus violent, c'est ce qu'on s'imagine souvent que la loi est rationnelle, neutre, scientifique. Alors qu'en réalité, elle est pleine de récits, pleine de mythes. Et dans le cas de la faune sauvage non appropriée, ces mythes sont souvent patriarcaux et anthropocentrés. Ils racontent un monde où le sauvage est l'autre, celui qui dérange, celui qu'on doit tenir à distance, contrôler, gérer. Et pendant des siècles, on a cohabité avec des animaux dans des espaces partagés. On a croisé le loup. Ce n'était absolument pas anormal. Mais à mesure que notre civilisation, et quand je dis notre civilisation, c'est la civilisation humaine, hein, pas forcément occidentale, qu'elle s'est étendue. On a colonisé l'espace, artificialisé les lieux et on a rendu le sauvage incompatible avec l'ordre humain. Un peu ce qui se passe avec les enfants aujourd'hui. Et avec même les pigeons, par exemple. À partir de là, l'animal libre, il devient un indésirable. On le parque dans des réserves, on l'enferme dans des zones hors de nous. Ça ressemble beaucoup à une logique politique plus large qu'on nous a aussi appliquée, qu'on a aussi appliquée à des peuples qu'on a déplacés, rendus invisibles, au nom de la conservation ou de la civilisation. Bah, par exemple, dans les parcs nationaux, pendant très longtemps, les autochtones et les tribus étaient déplacés parce qu'il fallait que ça soit vide. Donc on a effacé l'individu. L'animal sauvage libre, lui, comme je l'ai déjà dit, ça devient un stock, une ressource, un élément de population. Et donc, sa souffrance, sa conscience, ses liens sociaux, tout ce que l'éthologie met en évidence reste secondaire juridiquement. Le loup, il en est le parfait exemple. C'est un animal politique, clairement, le loup. C'est un animal mythique diabolisé depuis l'Antiquité. Il est traqué pendant des siècles et aujourd'hui encore, même s'il est protégé entre guillemets, il est la seule espèce strictement protégée pour laquelle on organise chaque année un quota de destruction. C'est comme si le mythe continuait à écrire la loi. On proclame la protection, puis on fabrique l'exception qui permet de tuer. Et pour moi, c'est là que la domination devient structurelle. Tant qu'on ne déconstruit pas ces récits, tant qu'on continue à penser le sauvage comme un problème plutôt que comme un voisin, et puis même le sauvage qu'on a, parce que bon, on va pas rentrer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais surtout ce qui est étymologiquement veut dire le mot sauvage, mais en fait on devrait tous être sauvages, parce qu'être sauvage c'est être libre. Donc, en fait, on pourra continuer à empiler des textes, mais on restera dans une protection fragile, dérogeable et profondément inégalitaire envers le vivant. Alors Anaïs, tu poursuis aujourd'hui des études en lobbying et affaires publiques. Beaucoup voient le lobbying comme quelque chose de négatif. Comment peut-il devenir au contraire un outil au service de la conservation? Pour moi, aujourd'hui, un outil de la conservation, c'est un outil qui n'est pas forcément pensé en premier état quand on réfléchit à comment travailler dans la conservation, mais vraiment, pour moi, le lobbying, en tout cas le plaidoyer, alors c'est pareil étymologiquement, c'est lobbying, plaidoyer, représentation d'intérêt, affaires publiques, c'est des mots différents. Mais dans la réalité, c'est à peu près les mêmes techniques. Ce qui consiste à influencer la naissance, la vie ou la mort d'une norme auprès des pouvoirs publics. Donc, il existe un lien, et auprès aussi du public extérieur. Il existe un lien étroit entre le droit animalier et les représentations d'intérêt. D'un côté, certains acteurs, comme les syndicats agricoles ou les fédérations de chasse, disposent d'un poids politique important. De l'autre, toute avancée en faveur des animaux suppose une évolution des cadres normatifs et institutionnels. La représentation d'intérêt constitue donc un levier nécessaire. Elle est encadrée en France par la loi Sapin. Là, je vais vraiment parler de la France et de l'Europe parce que c'est ce que je connais. Elle est encadrée en France par la loi Sapin 2 et au niveau européen par un registre de transparence. Elle s'applique à tous les acteurs sans distinction de statut juridique. Les associations de protection animale sont soumises aux mêmes obligations que les acteurs économiques.
Donc leur engagement dans les affaires publiques vise à rééquilibrer les rapports de force. L'État étant producteur de droit, le plaidoyer associatif, développé plus tardivement dans le champ animalier, a permis des avancées concrètes. Interdiction de la castration des porcs sans anesthésie, fin du broyage des poussins mâles, loi contre la maltraitance animale de 2021 de Loïc Dombreval, ainsi que certaines évolutions européennes. Toutefois, ces associations et députés qui travaillent là-dessus, ils font face à des tentatives de restriction de leur liberté d'action. Cependant, la représentation d'intérêt, elle demeure quand même insuffisante. Les rapports de force, ils restent asymétriques, notamment face à des acteurs historiques proches du pouvoir. Le fonctionnement de la Ve République, la place du Sénat, la gouvernance multiniveau entre États, puis l'état de notre gouvernement qui change tout le temps en ce moment. L'Union européenne, les collectivités locales et les crises politiques et géopolitiques limitent les marges de manœuvre et c'est clairement pas la priorité, les animaux en ce moment. Les évolutions du paysage politique aussi fragilisent l'efficacité du plaidoyer. Donc, dès lors, il faut trouver d'autres outils pour compléter l'action institutionnelle, campagne auprès des entreprises, donc les politiques privées, mobilisation réputationnelle, contentieux stratégique permettant d'obtenir l'application et l'évolution des normes, et enfin le recours à des cabinets engagés, la construction de coalitions, notamment avec des associations environnementales, apparaissent peut-être comme des pistes prometteuses pour renforcer l'efficacité du droit animalier. Ça, c'est un peu mon idée. Je me suis aussi basée sur un très bon texte qu'a écrit, vous pourrez le retrouver sur LinkedIn, qu'a écrit Hugo Menotti-Valoir pour bien expliquer tout ça, qui lui est avocat aujourd'hui en droit animalier. Voilà. Merci Anaïs. Donc si on résume un peu, ton parcours relie terrain, science et droit. Pourquoi il est si important, selon toi, de ne pas opposer ces différentes dimensions, mais bien de les articuler entre elles? C'est un peu ce que j'ai dit tout au long du podcast et de l'interview. C'est qu'aujourd'hui, la, la loi, en tout cas les créateurs de loi, euh, j'y l'ai parce que c'est ça aussi, si vous faites Sciences Po, vous allez apprendre que c'est très long à faire une loi, il y a plusieurs acteurs, etc. Souvent, ils opposent le tout, alors que si on oppose le terrain, la science et le droit, on fabrique des normes hors sol. Et c'est en ça que le lobbying ou le plaidoyer, c'est qu'on fait appel à des experts. Donc, on rentre dans une interaction plus stable. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, qui existe. Parce que demander à quelqu'un qui n'est pas spécialiste de faire une loi sur le loup, il ne va pas savoir comment fonctionne une meute. Le terrain, lui, c'est la réalité vivante. Les éleveurs, les meutes, les corridors migratoires, les conflits concrets, donc les corridors migratoires en France ou en Europe, etc., ou en Afrique. La science, c'est ce qui objectivise cette réalité. Elle documente la sensibilité animale, la structure sociale des espèces. Et le droit, lui, il organise le cadre commun. Il traduit. On devrait traduire ces connaissances en règles applicables. Articuler les trois, c'est éviter un droit symbolique ou idéologique, c'est construire des normes efficaces, légitimes et applicables, c'est aussi redonner du sens à l'action publique, un droit qui écoute le réel, qui s'appuie sur la connaissance et qui assume une responsabilité éthique face aux vivants et qui écoute l'opinion publique. Parce que par contre, au niveau de l'opinion publique, il y a des vraies demandes qui sont moyennement écoutées dans l'application des lois sur les animaux. Merci Anaïs. Alors, tout le monde ne peut pas devenir éthologue ou juriste hein, pour différentes raisons, mais voilà, on entend que ce sont quand même des parcours qui sont longs, exigeants, qui ne sont pas donnés à tout le monde. Mais du coup, quels conseils tu pourrais donner à celles et ceux qui veulent s'engager pour la conservation, dans la conservation, mais qui ne savent pas forcément par où commencer et où aller? Alors, je crois que déjà, il faut être très honnête. Moi, je ne suis ni éthologue de métier aujourd'hui, ni juriste, ni avocate au barreau. Parce que pour être juriste, il faut une licence.
même si d'un point de vue des cours et de mes connaissances aujourd'hui, clairement, je pourrais être juriste, mais légalement, c'est pas possible. Euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut se former. Moi, je me spécialise, mais j'ai pas encore trouvé de poste non plus. Donc pour le moment, je suis ça fait ma troisième année de reconversion. Je pense aussi qu'il faut, aujourd'hui, contrairement à mon époque, c'est beaucoup plus facile de chercher sur les réseaux, etc. Parce que moi, à l'époque, il n'y avait que la conseillère d'orientation. Et je voulais déjà travailler avec les animaux, mais elle me disait, bah, t'es nul en maths, donc tu peux pas faire veto. Bah non, mais il n'y a pas que ça. On m'a jamais parlé de métier de biologiste, jamais parlé du métier d'éthologue, etc. Euh, En tout cas, aujourd'hui, dans ma reconversion, on m'a quand même dit qu'en moyenne, dans ces secteurs-là, il faut 1 an à 1 an et demi pour trouver du travail. Donc, il faut aussi intégrer cette réalité quand on veut s'engager. Moi, si aujourd'hui aussi je me permets de faire cette reconversion, c'est parce que je suis plus célibataire et que je ne suis plus toute seule et que mon conjoint peut se permettre de me permettre cette reconversion. Clairement, si j'étais toute seule, ça serait pas possible parce que ça coûte de l'argent et du temps et on ne peut pas forcément travailler à côté. Euh, donc voilà, donc tout le monde ne peut pas devenir éthologue ou juriste, mais c'est pas une obligation à mon sens. Mais si on est au début de ses études, je pense que l'idéal, même si c'est long, c'est un double cursus scientifique type biologiste, éthologue ou autre, et un cursus en droit. Au moins une licence pour être juriste. Et le barreau, si on veut être avocat, sachant le barreau, c'est selon le pays. Si vous passez le barreau en France, vous pouvez pas être avocat aux États-Unis. Et aux États-Unis, si vous passez le barreau en Californie, vous pouvez pas être avocat à New York. Donc c'est quelque chose à savoir. Euh, Parce que l'un, ça demande d'être sur le terrain, au contact du vivant, et l'autre d'être en ville, dans un bureau, au cœur de la fabrique de la loi. Ce sont des choix de vie totalement différents. Je ne suis pas sûre qu'à 20 ans, en tout cas moi à 20 ans, je n'étais pas capable. C'est difficile de savoir ce qu'on voudra faire 20 ans plus tard et où on voudra vivre. Au moins, si on a les deux, bah, on peut changer en cours de route. Et avant même les études longues, je pense que l'écolo-volontariat, pour le coup, là, ça trouve toute sa place, parce que ça permet de voir si la vie en pleine nature est vraiment faite pour vous. Vivre loin des villes, avec des conditions parfois rudimentaires, dans la chaleur, l'isolement, la confrontation à la mort animale aussi, ce n'est pas un fantasme Instagram. Ça aide à comprendre si on aime vraiment le terrain ou si on préfère agir autrement. Je je suis pas spécialement pour les carrières linéaires, mais moi je suis plutôt une slasheuse. C'est-à-dire que j'aime pas faire que le même métier. Je trouve que la vie, elle est trop courte pour faire que la même chose, mais ça, c'est très personnel. Et pour moi, les reconversions, elles sont possibles, mais il faut être lucide. Derrière, il y a vraiment une question de l'emploi. Le secteur de la conservation et de la protection animale, il est passionnant, mais il faut pas aimer l'argent. Sinon, il faut faire autre chose. Il faut faire du lobbying tout court. Parce que par exemple, vivre à Paris en travaillant en association qui propose souvent des salaires à moins de 2 000 euros, ben, franchement, vous payez votre loyer, mais vous mangez pas, quoi. Donc voilà. Sinon, après, il y a aussi énormément d'associations au fin fond du Vercors où là, c'est plus simple, hein. Mais il faut avoir envie d'aller vivre au fin fond du Vercors ou en tout cas, ce que son conjoint, parce que moi, si ça tenait qu'à moi, j'irais vivre au fin fond de la brousse. Mon conjoint, beaucoup moins. Donc, Ouais. mon conseil, ça serait tester le terrain avec l'écolo-volontariat, se former sérieusement si on veut aller plus loin et garder une souplesse dans son parcours et surtout accepter que l'engagement pour le vivant, c'est un choix de vie autant qu'un choix professionnel. Ouais. Merci Anaïs. Une dernière question, et puis après je te libère. Si tu pouvais faire évoluer une seule chose dans les politiques publiques de conservation dans les 10 prochaines années, ça serait quoi? Alors, ça, heureusement, tu m'avais envoyé cette question en amont parce elle demande réflexion. Contrairement au reste où on peut être plus spontané, mais celle-là, j'ai pris le temps de réfléchir. Donc pour moi, si je devais faire évoluer une seule chose dans les 10 prochaines années,
Ça serait la mise en place d'un système de loi pénale internationale reconnaissant la personnalité juridique des animaux, de la faune sauvage libre. Et dans certains cas, par exemple, quand vous mettez votre avion, votre chat ou votre chien en soute, bah, juridiquement, il est considéré comme objet et non pas comme un animal sensible. Donc, s'il disparaît, bah, c'est comme si vous disiez que votre valise avait disparu. Donc, je trouve ça aberrant. Je pense à ça parce que j'ai vu ça ce matin. Donc là, en fait, il faudrait des véritables sanctions applicables, mais pas seulement symboliques, en cas d'atteinte à leurs intérêts fondamentaux. Et internationales parce que, ben, en fait, finalement, l'Europe dit quelque chose, ensuite la France peut l'appliquer autrement, puis le préfet peut l'appliquer autrement, parce que la loi est toujours interprétable. Le Kenya, ce qui se passe au Masai Mara et la construction d'un hôtel au milieu d'un passage migratoire, bah, ils sont pas hors la loi. En fait, s'il y avait quelque chose de pénal internationalement, je pense que ça ferait vraiment bouger les choses. Et cette évolution, elle ne devrait pas s'inspirer uniquement de la tradition juridique occidentale, mais aussi des traditions autochtones. L'anthropologie, elle montre que l'animisme, ce n'est pas juste une superstition archaïque, mais une ontologie cohérente dans lequel les non-humains peuvent être considérés comme des personnes. À l'inverse, la tradition occidentale, elle est héritière de Descartes, qui a longtemps pensé que l'animal, c'est une machine et séparer la sphère morale et juridique. Il était séparé de la sphère morale et juridique. Cette rupture, elle est au cœur de notre crise écologique. Reconnaître juridiquement la personnalité des animaux sauvages libres, ça ne serait pas romantiser la nature, ça serait aligner le droit sur les avancées scientifiques en éthologie et en neurosciences, qui reconnaissent leur sensibilité, leur organisation sociale, leur capacité à souffrir, à aimer, à jouer, etc. Ça serait aussi ouvrir la voie à une protection pénale réelle, et élargir les incriminations de cruauté aux animaux sauvages, renforcer les sanctions, empêcher que des destructions arbitraires soient justifiées au nom d'une régulation approximative. Donc cette réforme juridique, elle ne peut exister sans transformation culturelle. Les savoirs autochtones, les cosmologies paysannes européennes, longtemps méprisées par les élites intellectuelles, doivent être réintégrées dans notre réflexion. À mes yeux, l'enjeu des 10 prochaines années, c'est donc d'opérer un basculement, passer d'un droit fondé sur la domination et la gestion utilitaire du vivant à un droit fondé sur la reconnaissance d'une communauté du vivant. Une personnalité juridique pour les animaux sauvages libres ne serait pas une fin en soi, mais un signal fort, celui d'un changement de paradigme, où la loi ne serait plus uniquement l'outil du contrôle humain, mais celui de la coexistence. Ça serait vraiment mon rêve. Bon, on n'y est pas. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci Anaïs pour cet échange très profond, lucide, très inspirant. Ce que je retiens de ton Merci. parcours, c'est que il n'y a pas une seule manière de protéger le vivant. Il y a le terrain, il y a la science, il y a le droit, il y a la stratégie politique aussi. Et puis surtout, il y a le fait d'être cohérent entre ses valeurs et ses choix d'engagement. Et ton parcours nous montre que la conservation ne se limite pas aux réserves naturelles ou aux laboratoires, elle se joue aussi dans les textes de loi, dans les négociations, dans les arbitrages politiques. Et merci Anaïs de nous rappeler que chacun peut trouver sa place dans cette chaîne d'action, à condition d'oser transformer sa sensibilité en engagement concret. Donc merci beaucoup Anaïs d'être venue, je vais te libérer et je te souhaite une belle journée, une bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous de la conservation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager largement autour de vous et à vous abonner à notre chaîne de podcast Les Rendez-vous de la conservation. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.